Alors, bonjour, bienvenue à ce webinaire du CDA TNO sur l'environnement. Donc, c'est Antoine Gagnon qui est avec vous ce matin. Et je vais vous présenter, c'est des capsules radio que j'ai fait à Radio Taïga Yellowknife au mois de février, que j'ai modifié pour en faire un petit webinaire. Alors, on va débuter. Le sujet ce matin va être les changements climatiques et les sources d'informations sur les changements climatiques. Peut-être en petite introduction, l'économie verte, les changements climatiques, c'est les énergies renouvelables, c'est des enjeux qui sont importants pour le CDA TNO et qui prennent beaucoup de place là, au territoire du Nord-Ouest. On est déjà assez avancé sur le sujet. Mais pour nous, c'est important là, au Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest de diffuser de l'information en français sur ces enjeux. Donc, ce matin, c'est comme je disais, on va parler des sources d'informations sur les changements climatiques, puisque on va souvent retrouver différents intervenants sur ce sujet-là qui vont avoir des opinions qui vont être tranchées, qui vont être différentes l'une de l'autre, et souvent ça va être à la personne de se faire sa propre idée, mais bon, est-ce que les chiffres viennent de où? C'est bien important de savoir. Et on va avoir parfois des industries qui vont avoir certains avantages à présenter les chiffres d'une certaine façon, qui vont arriver avec des chiffres qui vont être différents l'une de l'autre. Alors, je vais démystifier ça un peu ce matin. Débutons tout de suite avec la présentation de la meilleure source d'information selon moi, qui, au niveau des changements climatiques et des énergies renouvelables, de l'économie verte, c'est le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou en anglais le IPCC, le Intergovernmental Panel on Climate Change, qui est un regroupement scientifique qui a été créé en 88 à la demande du G7, l'Organisation météorologique mondiale et du PNU, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui est présidé par l'économiste indien Rajendra Pachauri depuis 2002. Donc, ce regroupement contient 830 scientifiques, ou un peu plus maintenant, là, et en 2007, il a reçu le prix Nobel de la paix pour ses rapports et ses présentations et ses conclusions. Donc, qu'est-ce que le GIEC? Donc, le GIEC, ça va être un regroupement, comme je disais, de scientifiques qui ne propose pas, qui propose, pardon, une synthèse des connaissances scientifiques. Donc, n'effectue pas de recherche ni de prise de données, mais va évaluer la pertinence et la validité des études pour en arriver à un consensus international de la communauté scientifique qui n'est pas toujours facile à faire. Donc, les évaluations vont être principalement fondées sur des publications scientifiques et techniques dont la valeur est largement reconnue. Et les rapports produits vont servir de base pour l'élaboration de politiques environnementales de plusieurs gouvernements, d'où leur donc, c'est une source d'information qui est fiable. Les gouvernements vont ensuite utiliser ces informations-là pour faire leur politique environnementale. Le GIEC fonctionne avec des sous-groupes de travail qui vont être spécialisés sur différents enjeux des changements climatiques ou des effets de ces changements-là. Et chaque groupe de travail va avoir deux coprésidents, donc un président qui va venir de pays développés et l'autre de pays en voie de développement, ce qui va apporter un certain équilibre dans les conclusions et les présentations de ces groupes de travail-là. Rapidement, on va regarder un peu tout le travail qui est fait avant d'en arriver à la publication d'un rapport de ces scientifiques-là. Donc, rapidement, le GIEC va approuver au départ les grandes lignes, donc le sujet sur lequel on va faire le rapport. C'est de ça, les gouvernements et les organisations vont désigner les spécialistes, donc qui vont déjà avoir de bonnes connaissances sur ce sujet-là. Les bureaux vont choisir les auteurs, donc vont choisir les études retenues sur lesquelles on va se baser. Et les auteurs vont faire l'étude, mais ils vont aussi rédiger le rapport. Donc, ils vont rédiger un premier projet de texte. Ensuite de ça, ce projet de texte-là va être examiné par les spécialistes. Les auteurs vont, si on parle toujours, c'est toutes les lignes scientifiques du GIEC. Ils vont établir un second projet de texte. Et ce projet de texte-là, qui va être plus étoffé, va passer à l'examen des spécialistes et des gouvernements. Ensuite de ça, les auteurs vont faire une version définitive et où là, on va en arriver à une communication du résumé à l'intention des décideurs au gouvernement. Et pour en arriver à l'examen final, donc le dernier examen final
du GIEC est arrivé en septembre, puis septembre 2013, on s'attend à la publication du dernier rapport du GIEC. Ils disent en 2014, là, donc ça risque d'être en 3 parties, donc ça prend un certain temps, donc si les gouvernements vont approuver les études avant qu'elles soient publiées au grand public, en toute fin du processus. Donc si on parle des 3 groupes du travail du GIEC, le premier groupe va étudier les principes physiques du changement climatique, le deuxième va évaluer les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique, le troisième va parler va faire l'analyse, des moyens d'atténuer les changements climatiques. Moi, je veux juste, dans la prochaine diapositive, vous parler de la conclusion des rapports du GIEC qui a été effectué par le groupe 3, qui vont faire l'analyse des moyens d'atténuer les changements climatiques. Par contre, avant de vous parler de tout ça, des conclusions du GIEC, et je dois quand même faire parler de certaines critiques que reçoit le GIEC, surtout des climato-sceptiques. Donc ça, c'est des gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, ni à l'impact de l'activité humaine dans le réchauffement climatique, qui vont trouver qu'on essaie d'appeurer les gens avec ces conclusions-là, comme quoi les gaz à effet de serre vont chauffer la planète, on va en arriver à des catastrophes. Donc ces gens-là n'y croient tout simplement pas. Et ils vont critiquer les conclusions du GIEC. Et de l'autre côté du spectre, il y a aussi certains scientifiques et des commentateurs qui vont parler que le GIEC est trop optimiste dans ses conclusions, donc que le GIEC, étant donné qu'il travaille avec les gouvernements ne veulent pas non plus trop diminuer la croissance économique, donc ils ne vont pas trop être alarmistes dans leurs conclusions. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a des critiques. Par contre, si on se fie au consensus international, je pense que les études du GIEC ont très bonne valeur. Aussi, une petite critique qui a été faite là, par rapport à une publication de 2007 du GIEC sur la fonte des glaces de l'Himalaya, qui avait été pas exagérée, mais que les conclusions, on en arrivait à une fonte des glaces plus rapide, et on a affirmé que les calculs étaient erronés par la suite. En 2010, ça a été corrigé par le GIEC avec des conclusions un petit peu différentes et une fonte des glaces qui était moins prononcée. Puis si je veux quand même continuer en répondant aux critiques, c'est que les scientifiques du GIEC vont être des États qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à voir la crise climatique exagérée. Donc les scientifiques vont provenir de pays fortement industrialisés et ça leur en peut crédit d'hypothèses selon lesquelles le GIEC serait pessimiste comme le croient les climato-sceptiques dans leurs conclusions. Maintenant, comme je disais, je vais vous parler de la conclusion du rapport de 2011 sur les sources d'énergie renouvelable et d'atténuation du changement climatique. Le rapport se base sur l'assertion que l'essentiel de l'innovation des températures moyennes du globe depuis le milieu du 20e siècle est très probablement attribuable à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc, sans être une affirmation aussi révélatrice, ça vient à l'encontre de ce que les climato-sceptiques disent, en fait, et c'est en fait les gaz à effet de serre d'origine humaine qui vont avoir un effet sur l'élévation de la température moyenne du globe depuis le milieu du 20e siècle. Et suite à ça, ils n'ont pas seulement constaté ce fait, le GIEC, les scientifiques, mais ils vont donner des solutions, ils vont évaluer ces solutions-là pour contrer l'élévation de la température du globe et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre issues des systèmes énergétiques, tout en répondant à la demande mondiale des services énergétiques, puisque il va y en avoir la croissance économique et l'utilisation croissante de toutes les ressources. Donc voici diverses solutions qui ont été étudiées par le GIEC. La conservation de l'énergie en tant que telle, l'amélioration du rendement énergétique, renoncement aux combustibles fossiles, l'utilisation des énergies renouvelables, l'utilisation de l'énergie nucléaire et le captage et le stockage du carbone. Donc, parmi ces solutions-là, moi je vais vous parler dans mon prochain webinaire de l'utilisation des énergies renouvelables, puisque au territoire du Nord-Ouest, on est déjà c'est quand même assez développé et il y a des belles possibilités pour un territoire qui a qui n'a pas n'est pas branché à la grandeur du territoire, qui est très éloigné, qui est très vaste et qui a peu de population. Donc différents facteurs on va voir qui vont être bons pour l'implantation des énergies renouvelables dans le futur.
Maintenant, le petit tableau, il y a beaucoup de chiffres là-dessus. Je veux juste qu'on regarde, c'est des indicateurs, c'est un peu les conclusions du GIEC et ce qu'ils vont faire en sorte que on a un consensus sur le réchauffement climatique. Donc, on a 10 indicateurs. Je vais juste les nommer. Ces indicateurs-là vont tous pointer dans la même direction. Donc, si on regarde, là, ça, c'est l'abscisse, on a les années. On a deux graphiques différents. Là, ordonnés, on a 10 différents indicateurs. Donc, on va avoir la température de l'air à la surface du sol, la température moyenne la température dans la surface de l'eau, les airs, la température de l'air marine, les niveaux de la mer, le niveau de glace ou l'épaisseur de la glace de l'Arctique en été. Puis là, il y a d'autres données ici un petit peu plus spécifiques, mais qui vont tous pointer dans la même direction. C'est le genre d'indicateur que GIEC va utiliser. Puis en terminant, je vais quand même présenter quelques chiffres révélateurs sur la situation énergétique dans le monde. En 2008, là, selon le GIEC, il y a 1,4 milliard de personnes qui n'avaient pas accès à l'électricité, donc 85% de ces personnes-là se trouvaient dans des zones rurales, donc encore beaucoup de travail à faire. Si on regarde, dans la même année, on estimait que 2,7 milliards le nombre de personnes qui avaient recours à la biomasse traditionnelle pour la cuisson des aliments et qui vont encore utiliser le charbon, le bois pour cuire les aliments et chauffer leur demeure. Donc, ce sont considérés les deux comme des énergies qui sont renouvelables, mais très peu performantes puisque le cycle de renouvellement est long. C'est l'arbre va repousser, mais ça ne sera pas automatique. Donc, dans la prochaine chronique ou dans mon prochain webinaire, je vais vous parler des apports des énergies renouvelables dans l'approvisionnement d'énergie dans le monde et des facteurs d'accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables. Je vous souhaite une bonne journée.